toutes et à tous, bienvenue pour ce 34e épisode de la 6e saison de Cold Facts. Forcément qu'on va revenir sur l'acte 4 de la demi-finale entre Fribourg et Lausanne. Victoire de Lausanne 3-1 qui mène 3-1 dans la série, qui a 3 pucks de finale. Puis on en profite aussi, hormis les paris sportifs, de parler un tout petit peu d'actualité avec la signature de Oula Palvé à Ajoie. Et on revient aussi sur l'équipe de Suisse qui en est à sa première semaine de préparation. Alors on va pas faire tout le roster, mais on va juste voir un petit peu qui on imagine être encore du voyage à Prague pour le championnat du monde. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va ? Ça va pas trop mal et toi, tu vas un petit peu mieux parce que je te sens un tout petit peu plus... pas malade, hein, mais... Non, pas malade, mais c'est un jour de repos entre 2 matchs de play-off, tout va bien. Très bien. Pas de jour de jour de repos justement pour les 2 équipes, ça fera pas de mal. C'était lundi soir, parce que j'avoue que maintenant la finale se jouera en mardi, jeudi, samedi, donc ce sera un peu plus traditionnel, mais lundi soir, Lausanne s'est imposé 3-1, même score dans la série, 3-1. J'ai l'impression que Fribourg, peut-être pas comme lors du match 3 de samedi, mais ils sont quand même passés à côté de quelque chose. Si on regarde ce qui s'est passé au niveau des tirs, au niveau des occasions, ce match, peut-être qu'en saison régulière, Fribourg le gagne, et notamment grâce à son powerplay. Là, ça ne s'est pas passé comme ça, et Lausanne en a profité pour s'offrir 3 pucks de finale. Ouais, je pense que c'est une bonne analyse. Fribourg marque pas. Au bout d'un moment, c'est tout simple, hein, mais quand tu marques pas, c'est compliqué de gagner des buts, la palissade, pour commencer. Mais c'est de nouveau 6 minutes de powerplay pour Fribourg-Gotteron, 0 but. Et c'est pas comme si à 5 contre 5, Fribourg marquait des buts. Au contraire, si tu te souviens de la série il y a 2 ans, Fribourg était globalement dominé à 5 contre 5, ou du moins était plutôt inférieur à 5 contre 5, mais était tellement fort en powerplay et en box-play également, que ça faisait la différence finalement entre Fribourg et Lausanne. Cette année, le powerplay tient pas la route. Il n'était pas forcément mauvais sur les 6 minutes, j'ai trouvé. Je pense qu'il y a eu des occasions, mais au bout d'un moment, c'est bien juste d'avoir des occasions, mais il faut les mettre au fond. Et puis, le problème, c'est qu'il y a aussi, je trouve que le powerplay fribourgeois, il est assez unidimensionnel, dans le sens où il envoie souvent son premier powerplay avec une majorité de ses joueurs étrangers. Et le deuxième vient de temps en temps faire un petit chiffre de 20-30 secondes. Et puis si par bonheur, il y a de nouveau un engagement en zone offensive, on le fait ressortir, le deuxième powerplay, pour renvoyer le premier. Et cette gestion-là, je me demande si ça se passe bien dans la tête de tout le monde aussi. Ça, c'est intéressant. Finalement, d'avoir pas la pression, mais de te dire, en fait, nous, on va rentrer pour à peine 30 secondes. Les autres, ils vont jouer 2 minutes. C'est logique d'avoir un powerplay dominant, certes, mais en fait, quand il ne fonctionne pas, est-ce qu'à un moment, tu ne dois pas peut-être justement te dire j'envoie le deuxième directement, j'envoie mon deuxième powerplay face au premier box-play adverse, on regarde ce qui se passe, s'il crée quelque chose, tant mieux, s'il ne crée pas, j'envoie ensuite mon meilleur powerplay face à peut-être une unité un peu fatiguée. Petite requête comme ça pourrait peut-être être utile, mais effectivement, le powerplay fribourgeois ne va pas. Et des fois, en série, il ne faut pas chercher beaucoup trop loin quand il y a des défaites ou des victoires. Ça se joue souvent sur ce genre de choses-là. C'est la palissade aussi de dire ça se joue sur des détails, et j'ai l'impression c'est grandeur nature en fait. C'est le 101 qu'on peut voir durant ces séries et durant cette demi-finale. Ça se joue sur tellement peu de choses parce qu'à 5 contre 5, ça se tient bien. J'ai l'impression quand même que sur les 2 derniers matchs, Fribourg, justement, dans le jeu, est plus présent. Est-ce que c'est Lausanne qui tient moins la route physiquement ? Est-ce que c'est Lausanne qui s'est adapté ? Est-ce que c'est Fribourg qui s'est adapté, qui s'est ajusté au jeu en se disant « Ok, on ne veut pas se faire maltraiter en entrée de zone. On veut continuer. » Par contre, ils arrivent toujours à imposer leur jeu une fois qu'ils sont installés dans la zone. La possession de puck, ça, ils arrivent toujours à le maîtriser. Lausanne a un petit peu plus de peine à contrer ce genre de choses. Donc, ça se joue sur une perte de puck, un repli défensif un tout petit peu trop lâche, par exemple, et ça suffit. Et c'est un gardien qui tient super bien la route d'un côté, un autre qui a... J'ai de la peine à trouver que
on peut faire des reproches à Reto Berra. Je lisais certains aussi qui disaient ouais, mais honnêtement, le but de Damien Ria samedi, le 1-0 au-dessus de l'épaule, un gardien comme lui, grand comme ça, quand il est à genoux, il doit pas le prendre. Alors, je peux totalement l'entendre. Je trouve que le tir est quand même pas... il part assez bien, il est quand même assez haut. C'est pas un tir qui se prend sous, on va dire, au niveau du coude. Il part quand même vers l'épaule. Donc, je trouvais que c'était... On avait tendance à être assez critique envers Reto Berra. Peut-être aussi parce qu'il y avait de la frustration de l'autre côté en se disant ah, mais Hughes, il a de la chance quand même aussi. Et en plus, il arrête les pucks et il les aimante. Et peut-être qu'il y avait cette comparaison alors qu'on a l'impression que Berra est plus fort que Hughes, de base. Qui dit que Hughes a de la chance? Pardon? Qui dit que Hughes a de la chance? Bon, alors après, tu sais, quand tu discutes avec des gens, hein, c'est pas écrit comme ça, mais que Hughes pourrait accorder plus de rebonds ou des choses comme ça. Moi, je trouve que effectivement, Hughes... Est-ce qu'il est moins sûr que Berra? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il fait une très bonne série. Il est excellent. Ouais, il est excellent. Il fait tout le temps le premier arrêt. Et sa défense devant lui, il aide bien aussi derrière, parce que c'est pas que le gardien, c'est aussi ça. C'est une défense qui déblaye bien. Et bah ouais, Connor Hughes est en train de gagner son duel contre Reto Berra. Maintenant, si on regarde les deux derniers matchs, c'est clair que Fribourg aurait dû en gagner un des deux. Mm-hmm. Disons, ça devrait plus être 1-1, voire 2-0 que 0-2, on va dire ça comme ça. Oui. Toujours est-il que c'est 0-2. Et là, Fribourg doit en gagner 3 de suite. Sur ce qu'on a vu sur les deux derniers matchs, c'est pas totalement impossible. Tout à fait. Mais ça va passer par une montée en puissance assez drastique de certaines individualités côté fribourgeois. Pour moi, je pense le premier qui va être pointé du doigt, et c'est toujours la même chose, parce qu'il est pointé du doigt quand il marque 31 buts en saison régulière, il est pointé du doigt quand il n'en marque pas un en play-off ou presque. C'est Marcus Sørensen qui était de nouveau pas dominant dans ce match contre Lausanne, le match numéro 4, pas en réussite dans le match numéro 3. Ça reste un joueur extraordinaire, ça reste un gars qu'il faut surveiller comme lait sur le feu quand il a le puck sur la palette. Ça bouge pas, mais ouais, il a pas le même impact. Certains m'ont dit je suis sûr qu'il est blessé. Alors, moi, j'ai aucune indication qui va dans ce sens-là. Mais tu sais aussi, Greg, tu sais aussi qu'on va pas trop nous le dire. Même si tu as des excellentes antennes, les blessures en playoff, c'est quand même compliqué à savoir. Ouais. Mais j'ai rien qui va dans ce sens-là. Et sur ce que je vois sur la glace, j'ai pas cette impression. Après, effectivement, c'est pas parce qu'il commence à pas marquer pendant 3-4 matchs que tout à coup, il est blessé, il est ci, il est ça. Mais toujours est-il que peu importe la raison, il n'est pas dominant. Ça a forcé Christian Dubé à faire des recades dans le tiers numéro 2 déjà lors du match numéro 4 à Lausanne. Mm-hmm. Il a justement séparé Sørensen et Wallmark pour créer deux autres lignes offensives avec Berchi qui remplace Sørensen dans le premier trio et Wallmark qui descend dans le deuxième avec Delarose pour essayer de créer quelque chose. Il a dit à la fin du match, mais ça allait nulle part, quoi. Donc il fallait tenter un truc. Ça n'a pas fonctionné dans le sens, c'est pas tout à fait vrai. Il y a 1-1 sur toute la fin de match. Enfin, non, parce qu'il fait la recade un poil avant. Il y a quand même, il y avait 0-0, ils ont perdu. Enfin, ça n'aurait pas eu d'impact, je dirais, ni positif ni négatif, ce changement. Mm-hmm. Le but Di Domenico est sur la glace aussi, avec un repli un peu. Allez, on va parler de nonchalance au moment de parler du repli défensif de Dido sur le 2-1 lausannois. Oui. Derrière, il y a le braquage vide, mais celui-là n'a pas d'importance sur Absolument. l'image de la rencontre, on va dire. Ouais, Fribourg, c'est ce qu'on disait un peu avant cette série, moi j'ai l'impression. Hein. Fribourg a peut-être deux lignes, une et deux plus dominantes que Lausanne. Lausanne a peut-être une ligne 3 un peu plus dominante. Et si Fribourg arrive à faire passer sa force de frappe avant la profondeur lausannoise, ils vont s'imposer. Et à l'inverse, c'est Lausanne qui va s'imposer. C'est pas totalement surprenant que ce soit la ligne 3 de Lausanne avec Raffel. Est-ce que c'est vraiment la troisième ligne aussi? On peut se poser la question, mais finalement, peu importe. C'est drôle. Cette ligne de Raffel qui vient marquer le premier but, c'est pas tout à fait surprenant.
À part ça, c'est drôle, je voulais pas te couper. Quand tu as dit ça, est-ce qu'on peut parler de troisième ligne? C'est exactement ce que j'ai demandé à Jeff Ward lundi soir. Je dis, bon, je sais pas trop en termes de hiérarchie, mais en tout cas, cette ligne-là, je sais pas si c'est la ligne 3 ou comme ça, parce que je sais pas si tu comptes comme ça. Puis il disait que, effectivement, simplement, c'était cette ligne-là qui marchait bien et qu'on n'avait pas forcément envie de lui attribuer un numéro. Donc, c'est juste que ça marche pas mal, j'ai trouvé. On parle beaucoup de Raffle, effectivement, hein, parce qu'il a un impact aussi dans le jeu physique. J'ai l'impression qu'il se cherche bien avec Dido aussi. Ils se sont bien trouvés, les deux, quand ils sont sur la glace. Boson marque, Raffle marque, mais finalement, les deux entrées de zone relativement décisives sur ces deux buts, c'est Ken Yeager qui les fait. Et il est vraiment, en tout cas, sur ce match-là, sur ces deux actions, il joue parfaitement le coup. Et qu'on a tendance à mettre soit en avant le buteur Boson, soit le buteur Raffle, finalement, mais que Yeager fait un sacré boulot. Ah bah clairement, Yeager, c'est 4 points sur les 4 matchs contre Fribourg-Gotteron, 2 hier, 2 dans le match numéro 4, effectivement. C'est presque un joueur qui a flirté avec les 30 points cette saison régulière. J'ai envie de dire, on n'est pas surpris, en fait. Si on a bien regardé la saison du Lausanne HC, on n'est pas surpris de voir Ken Yeager à ce niveau-là. Non, c'est un excellent joueur et qu'il soit pas décisif. Oui, il est quand même décisif dans ce match-là. C'est finalement assez logique parce que c'est un excellent centre. Bah, justement, c'est là où on en revient. C'est un centre de troisième ligne. Il était à 11 points la saison dernière en 43 matchs. Il finit avec 27 points cette saison en 51 matchs. 27 points pour ton centre de 3. Ben, finalement, c'est un peu le saut en avant que tu attendais d'un Sandro Schmidt. Oui, juste. Comme centre de 3. Et là, il est dépassé par cette ligne-là, finalement, si on compare ligne après ligne. Mais c'est pas grave si ta ligne 3 muselle la ligne 3 adverse, puis que tes lignes 1 et 2 s'écharpent, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que les lignes 1 et 2, ben, Fribourg ne prend pas l'avantage. Et contrairement à la saison régulière. Et finalement, il y avait cet aspect un peu unidimensionnel de la saison régulière qui n'est pas un problème tant que ton armada suédoise, on va dire, fonctionne, il n'y a aucun souci à avoir une ligne ultra dominante. Je veux dire, Zurich, la ligne Malgui-Landry, Ghetto, Balsers, peut-être qu'on en parlera à un autre moment, mais je ne suis pas sûr qu'on aura le temps aujourd'hui, marque beaucoup de buts, et c'est pas grave, on ne va jamais leur reprocher. Par contre, si derrière ça ne fonctionne pas, bah, tu auras toujours d'autres lames qui vont arriver. Et là, les autres lames de Fribourg, elles n'arrivent pas. Et on en parlait avec Christian Dubé à la fin du match. Bah, toi, tu étais du côté lausannois au vestiaire. Et avec mon collègue Mathias, moi, j'étais côté fribourgeois. On se partage les deux vestiaires. Comme ça, on peut avoir des réactions des deux côtés. Moi, j'ai juste eu Patémon, mais... Ouais. Ah oui, c'est juste, je t'ai vu arriver. Et Dubé, il dit, il n'y a pas 36 solutions. Au bout d'un moment, il faut juste que les gars marquent, qu'ils aillent un peu plus mettre du trafic devant la cage adverse. C'est toujours un peu les mêmes recettes. Hein. J'ai l'impression qu'on réinvente pas la poudre à chaque fois. Mais est-ce que vraiment on peut la réinventer? Je suis pas sûr non plus. Au bout d'un moment, bah ouais, si Reto Berra, si Connor Hughes est à ce point bon, c'est peut-être aussi parce qu'il a une tâche pas facilitée, mais parce que on fait pas tout pour l'empêcher de faire les arrêts. Et bah voilà, c'est la mission de Fribourg-Gotteron, c'est de mettre un peu plus de trafic devant lui, parce que oui, dans le jeu, maintenant, ils ont résolu peut-être l'un des problèmes, à savoir être un petit peu moins embêté par le pressing adverse. Ça a un petit peu moins gêné Fribourg sur les 2 derniers matchs, voire clairement moins. Est-ce que c'est un ajustement de Lausanne qui presse un peu moins haut, ou est-ce que c'est Fribourg qui sort un petit peu plus facilement de sa zone? Honnêtement, j'ai pas la réponse à cette question. J'arrive pas à dire. Mais il y a peut-être un petit peu des deux. Mais actuellement, Fribourg sait faire façon de ce forecheck lausannois, ce qui est un gros plus par rapport aux 2 premiers matchs. Mais maintenant, il faut générer de l'attaque. Il faut générer justement, il faut générer du trafic. Et puis, la question maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais avec tes premières lignes? Parce que vu que les 2 derniers matchs, il a un petit peu tenté de bouger un petit peu ses lignes, ses alliés, notamment Christian Dubé. Est-ce que tu repars sur Sørensen, Valmark, Bikov, du coup, ou est-ce que bah oui, mais déjà le même line-up que le dernier, ou est-ce que tu reviens avec Motet en disant, mais en même temps, il faut qu'on marque des buts, puis Bikov,
il est important dans l'implication défensive, dans la gestion de la remontée de puck aussi. Et finalement, il apporte quelque chose à Valmark Sørensen. Il est en tout cas pas à critiquer. Mais si tu veux plus d'impact, peut-être qu'il faut amener quelque chose d'autre. Donc, est-ce qu'on remet Motet ici? C'est compliqué, hein. C'est compliqué de trouver des solutions. Et Dubé disait, mais lui avait l'air d'un peu dire qu'il n'avait pas 36 solutions dans la poche et que c'était pas forcément de lui que ça devait venir ou des recades offensives. Quand je dis de lui, c'est du banc, hein, c'est pas de Ouais. lui. Après, ça peut être pas témoin, mais justement, et toi, il te dit quoi sur le manque de percussion? Il dit strictement la même chose concernant le trafic devant le but. Il disait, je lui dis, mais il y a du mieux, vous gérez mieux le pressing lausannois, on a l'impression que vous êtes bien ajusté. Il dit, ouais, d'accord, mais il nous manque, il y a un petit peu plus de trafic sur ce dernier match, c'était un petit peu mieux, mais c'est pas suffisant. On doit aller plus devant le but. Et comme ça, on générera quelque chose de mieux. Et je pense qu'aussi, notamment peut-être sur le powerplay, où avec un homme de plus, tu peux mettre des gars devant. Mais j'imagine aussi les Fribourgeois se dire, attention, on a quand même encaissé 2 buts en powerplay de Lausanne. Ils ont marqué plus en infériorité numérique que nous en supériorité numérique. Donc, est-ce que ça crée aussi une toute petite crainte de ne pas trop laisser d'espace, de ne pas vouloir, comme quand tu n'es pas en confiance, de se dire non, mais c'est bon, ça va tourner, puis tu te fais, entre guillemets, poignarder derrière. Ça peut peut-être laisser quelques traces où tu as un peu tendance à y aller avec une sorte de frame, hein, tu vois. Ouais, bah, en plus, tu regardes, il y a eu 2 fois durant cette série, au minimum, un Lausannois qui se présente seul face à Reto Berra en sortie de powerplay. Oui. En plus, encore Kovacs, là, lors du match numéro 4, il y a une catastrophe de gestion de puck à la zone offensive de Sørensen et Gundersen, sauf erreur. Et ouais, c'est compliqué, hein. Comme tu dis, est-ce qu'il y a, il y a une petite crainte qui commence à s'installer quand tu es à 1 de plus, ce qui est quand même paradoxal, mais c'est loin d'être impossible. Ouais. Ouais, en tout cas, le power play, mais encore une fois, moi, j'accablerais, je ne mettrais pas tout sur la façon dont le power play a tourné, mais finalement, on en revient un peu à ce qu'on pouvait dire en début de série Lausanne-Davos, où oui, le powerplay ne marquait pas forcément, mais il n'était pas forcément mauvais non plus. Et il y avait du jeu en supériorité numérique. Et là, sur ce match numéro 4, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus de jeu. Donc ça c'est un aspect qu'on pourrait voir d'un peu positif pour les Fribourgeois qui nous écoutent, même s'ils ne nous écoutent peut-être pas un lendemain de défaite, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu penses de la Rose? Parce qu'on parle beaucoup de Sørensen, de Walmart, parce qu'ils sont beaucoup plus offensifs. T'aimes bien des fois dire qu'ils sont un peu shiny, brillants et tout. De la Rose, il a un rôle qui est beaucoup plus... normalement, qui est plus de l'ombre. Et puis, on se disait, De la Rose, c'est un joueur de play-off. De la Rose, vous verrez en saison régulière, il va pas vous marquer 30 buts comme Sørensen. Par contre, il sera très utile. Est-ce que il est certes utile, mais il faudrait qu'il en fasse un tout petit peu plus pour aider son équipe, finalement, en marquant peut-être de temps en temps un but, disons. Bah, le dernier but de Jacob Delarose, on en avait parlé, je pense, dans un épisode au début de ces séries, date, je sais C'est même pas le pas de 20 quand. janvier, quelque chose comme ça? 13 janvier. Le Ok. dernier but de la Rose, c'est contre Berne. Depuis, il a rien fait. Oui, il a un autre rôle, il a un autre impact sur la glace, complètement. Mais oui, tu dois attendre plus. Et c'est justement là aussi, il joue avec Berchi et Di Domenico sur cette ligne numéro 2. Mais cette ligne numéro 2 amène pas les résultats escomptés. Donc, à un moment ou à un autre, c'est aussi par lui que ça doit venir. Et justement, c'est pour ça que je suis curieux de voir ce que peut bricoler Christian Dubé avec son line-up. Parce que on en parlait, je pense, dans l'épisode à 1-1, où on se posait la question si Cézanne avait pris pris l'ascendant dans cette série, avec presque un petit penchant pour dire oui. Il y a peut-être plus d'options du côté de Lausanne. Et justement, quand Dubé dit le niveau des options, moi, les options que je vois, c'est un peu plus aller brasser devant le but adverse. C'est pas au niveau tactique que ça se passe. D'accord, mais est-ce que tu repars avec le même line-up en te disant, mais on a quand même été la meilleure équipe de saison régulière en zone offensive à marquer des buts? Je comprends la tentation de se dire, mais
ça a tellement bien fonctionné que je vois pas pourquoi on changerait quelque chose. Ouais, tu as utilisé le terme de bricoler et je me disais, est-ce que ce serait le moment justement de bricoler? Et j'ai l'impression que la saison régulière a montré que de temps en temps, il avait été capable de trouver une ligne. Au début, il y avait Marchand, puis après, il y a eu Motet. Là, tout d'un coup, il y a Bikoff. Donc, finalement, tant que tu as un duo qui fonctionne, tu peux lui adjoindre quelqu'un et la ligne va tourner. Ou en tout cas, ça marchait bien en saison régulière. Il n'y avait jamais tellement de problèmes, puisque, on l'a déjà dit plusieurs fois, Sorensen a dépassé les 30 buts. Donc, j'ai de la peine à me dire qu'il faut bricoler, même si le terme, voilà, on utilise... et qu'il faut avoir confiance, finalement. J'ai de la peine toujours à me dire il faut tout brûler. On part d'une page blanche, puis finalement, on décide de mettre Dido avec Wallmark, et puis Sorensen avec Sprunger, n'importe quoi, en se disant, voilà, perdu, un peu du style perdu pour perdu. Alors qu'on a l'impression qu'il faut faire confiance. Que les Américains vont dire trust the process, et que tu dois faire confiance à ça, puisque ça a marché. Alors là, ça marche moins bien, parce que ça se joue sur des petits trucs. Parce que Patémon disait les cannes sont un peu plus serrées. C'est aussi un des clichés qu'on a dans les playoffs quand ça fonctionne un petit peu moins bien. C'est que les cannes serrées, quand ils sont devant le but, ils n'ont pas ce même relâchement peut-être pour pouvoir trouver le but, le tir qui va partir au-dessus de la bottine, qui va partir dans la lucarne. Il y a un peu de ça, quoi. Et puis ça, honnêtement, tu fais comment? Enfin, j'ai toujours de la peine à me dire qu'un staff peut agir de manière ultra précise là-dessus. C'est... Des fois, Dubé dit, souvent il dit, des fois, c'est aux joueurs de le faire. Et certains diront, ouais, mais c'est une façon de se dédouaner. Bon, alors certes, mais ça reste quand même une vérité. Il essaye de faire quelque chose, il est un peu actif. Des fois, il est trop actif, hein, comme t'aimais bien dire un peu, c'est le shaker, il fait ses cocktails comme ça, mais il essaye quelque chose en voyant que, en se disant, bon, il y a toujours 0-0, donc il faut que je trouve quelque chose. Et in fine, pour moi, ça doit passer par les joueurs, quoi. Il n'y a pas 36 solutions. On a vu, je crois que c'est plus de 80% aussi d'expected win sur le match de lundi. C'était encore plus criant lors du match précédent, mais ce qui veut dire que Fribourg fait des bonnes choses. C'est donc que finalement le plan de match du staff était bon. Et que ce qui manque, c'est un peu cette concrétisation. Et ça, tu peux faire ce que tu veux, mais soit ça passe, soit ça passe pas. Est-ce que c'est un peu ce qu'on appelle un peu de la chance ou de la réussite, etc., quoi? Ouais, si je regarde les statistiques de saison régulière à 5 contre 5, les lignes les plus dominantes la ligne la plus dominante de Fribourg-Gotteron, parmi les lignes qui ont joué un minimum de minutes, c'est Berti, Delarose, Dido. Ouais. En Corsi. Mais il y a un truc qui me titille dans un coin de la tête, c'est que la meilleure ligne, mais de terriblement loin, avec seulement 60 minutes de temps de glace, c'est Di Domenico, Wallmark, Sorensen. Et j'en ai déjà parlé au dernier épisode, mais à un moment, si tu as 3 lignes qui sont à moitié efficaces ou pas efficaces, est-ce que tu dois pas te dire, on part sur une ligne ultra dominante, Dido, Wallmark, Sorensen. Derrière, tu articules une ligne autour de Delarose avec Berchi, c'est quand même pas dégueulasse pour commencer une ligne. Avec Bikoff, peut-être. Un Motet, un Bikoff, un Marchand, les 3 peuvent tout à fait faire une ligne compétente dans cette ligue. Absolument. Et après, tu as encore tes lignes 3 et 4. Mais j'ai quand même l'impression que on utilise souvent cet exemple de la définition de la folie. Tu fais toujours la même chose, espérer un résultat différent. Là, tu dois peut-être changer quelque chose. Tu dois peut-être tenter un truc un peu plus radical. Sorensen est décevant, Dido est décevant. Est-ce que mois par mois, ça va faire plus? J'en sais rien. Mais à un moment, est-ce que c'est pas de là que doit venir la solution du côté de Fribourg, de se dire, tu tentes quelque chose, tu mets peut-être un peu le doute dans les esprits, parce qu'il faut gagner à la maison, certes. Tu as 3 matchs à gagner, mais après, eux, ils disent, oui, il faut prendre match après match. Logique. On n'a que des matchs 7, il a dit Aimon. Et je trouvais que c'était assez joli, quoi, finalement. Il a parfaitement raison, puisque t'étais le dos au mur.
Donc, c'est chaque fois des matchs 7, finalement, pour Fribourg. Exactement. Donc, le but, c'est juste de mettre un petit peu le doute dans les têtes lausannoises. Est-ce que, justement, c'est de leur poser un problème en disant, nous, on va jouer 25 minutes ou 23 minutes notre Dido Valmark Sørensen. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? En plus, on sera 2 fois sur 3 à la maison si tu réfléchis dans l'image globale, en se disant, je sais, conscient qu'il fallait en gagner un à Lausanne entre deux. Hein. Mais 2 sur 3, tu joueras à la maison, donc 2 sur 3, tu as le dernier changement. Tu crées cette ligne-là qui va jouer 23 minutes, qui va systématiquement pouvoir targeter une ligne adverse un peu plus faible. Et tu pars de là. C'est une ligne qui a 60 minutes de temps de glace en saison régulière. Ils ont 70% de corsi à 5 contre 5. Ça veut dire que 70% des shoots sont en direction de la cage adverse lorsque ces trois sont sur la ligne ensemble. 41 shoots à 17 sur le temps de glace dont on a parlé. 4,5 expected goal pour à 1,16 contre. Ouais. C'est énorme. Ouais, moi j'aime beaucoup. Je trouve, typiquement, ça c'est pas du perdu pour perdu. C'est plutôt de se dire, je mets tous mes œufs dans le même panier en espérant que s'il peut y avoir un déclic, voilà, j'ai mis pas toutes mes forces, mais avant t'as dit Dido pas au niveau, Sørensen pas au niveau. Autant Sørensen, je l'entends bien, hein, notamment des fois sur le repli défensif, sur certains buts. Autant Dido, je me dis, alors peut-être qu'on en attendait vraiment énormément, mais c'est quand même lui qui marque le but hier. Il en a marqué un autre. C'est lui qui va se perdre en zone offensive sur l'action juste après, qui mène au 2-1. Ouais, bien sûr. Et juste un petit un counterpoint, on va dire, sur ce que j'ai dit par rapport aux trois là. C'est 2 buts marqués, 5 encaissés quand ils étaient sur la glace. Donc ils ont un ratio de buts désastreux, mais ils créent énormément. Et alors c'est un petit sample size, mais ils ont un PDO de 75 quand ils sont les trois sur la glace, avec un expected PDO de plus de 102. Donc ça n'a pas une grande valeur, mais ça me fait juste rigoler de dire que quand il les a mis les trois, c'était un peu compliqué, mais il y a eu 18 chances de but à 4. Ils ont encaissé 5 buts? Non. Oui. Bon, il y a peut-être un goal d'un cage vide, ou tu vois, je me demande, hein, parce que ça paraît un peu fou. Les stats, elles sont là. Oui. Et donc, mais je reste persuadé, pour les avoir vus quelques fois, parce que c'est pas un hasard si en fin de tiers, il part souvent sur cette triplette-là. Quand il y a un engagement en zone offensive à 1,30 puis qu'il envoie une ligne, il envoie Dido, Valmark et Sørensen. D'ailleurs, en parlant d'engagement, le point engagement, pour le coup, Lausanne a été meilleur, et il me semble, si j'ai bien vu, que les engagements qui étaient faits, notamment à 4 contre 5 de leur côté pour Lausanne, en zone défensive, ils arrivaient souvent à le gagner, et donc à empêcher, entre guillemets, Fribourg d'installer tout de suite son powerplay. Mm-hmm. Ce qui... là aussi, il y avait eu des petits ajustements. Je crois que Jason Fuchs a été vraiment pas mal, alors que c'est pas forcément, on s'attend pas à se dire que ils se faisaient plutôt tous bouffer aux engagements. Et plutôt que de relever qu'ils ont gagné 60-40 ou un truc comme ça, c'était plutôt de voir où est-ce qu'ils étaient allés les gagner. Parce qu'effectivement, en zone neutre, c'est très bien, mais typiquement, quand tu es en infériorité numérique puis que tu peux récupérer le puck et le lancer en fond pour empêcher l'équipe de se placer tout de suite et gagner quelques secondes, il est nettement plus intéressant, ce face-off gagné là. Alors absolument. Et surtout, j'ai aussi trouvé le jeu, le temps pour se mettre en zone offensive était de temps en temps un petit peu compliqué du côté fribourgeois. La zone neutre était bien verrouillée par Lausanne. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Avant de passer à juste reparler de Lausanne, petit pointage paris sportif, où si vous suivez Greg, alors c'est peut-être l'impact de sa taxe zurichoise qui est en train de payer, puisque 3 bons paris de suite. La semaine passée, t'avais mis Zurich à 2,35, à Zug, c'est passé. Et puis, moi, j'avais décidé de partir avec Lausanne contre Fribourg. Lausanne à 2,10. C'est le match qui s'est terminé au bout de la nuit, la 107e. Et donc, oui, Lausanne a gagné, mais dans ce cas-là, il fallait mettre match nul. Donc,
qu'est-ce que Greg va nous proposer sur finalement le seul match, puisque Zurich est déjà en finale. Qu'est-ce que tu nous proposes pour le Fribourg-Lausanne Acte 5? Fribourg est à 2,05, le match nul est à 3,55 et Lausanne est à 2,80. Tu disais avant que tu avais joué Lausanne, mais qu'il fallait jouer le match nul. Tu peux aussi, sur le site de la Euro, parier le pari qui s'appelle face à face match. Ça veut dire, peu importe comment, est-ce que c'est en 60 minutes, en 70 minutes, en 108 minutes, peu importe, c'est le vainqueur. Et là, tu as Fribourg à 1,60 et Lausanne à 2,05. Donc ça veut quand même dire que selon les bookmakers, selon le site de la Loro, Fribourg est favori de ce match. Assez logique qu'ils jouent à domicile. Mais en même temps, on va dire le mental ou l'avantage psychologique est quand même un poil plus du côté de Lausanne. Mais je peine à jouer contre Fribourg à Fribourg, je dois t'avouer. Donc pour l'instant, je regarde un peu les autres options qui s'offriraient. Nombre de buts, tu vois, je pense que ça va être chaud parce que on est quasiment tout le temps en dessous des 5. Et on en parlait hier avec des gens autour de la patinoire. On disait, il y a bien une fois un match qui va être un peu débridé. On a vu Zurich battre Zug 5-2, alors que des fois, il est 1-0, des 2-0. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment, un gardien qui va... les vannes vont s'ouvrir, finalement. Et j'aime bien cette... C'est pas une théorie, mais j'aime bien ce truc-là où on se dit chaque fois... Ah, mais ça va être serré, puis tout d'un coup, ah ben non. Et puis ça, on le voit souvent en NHL aussi. C'est pour ça que je suis assez partisan de ça. Maintenant, à combien est la cote de, par exemple, plus de 5 goals et demi, tu vois, dans le match? Plus de 5,5, laisse-moi juste regarder. Parce que je me dis que ça peut être... ça voudrait dire un 4-2. 2,40. Plus de 5 buts et demi à 2,40, plus de 4 buts et demi à 1,75. Si tu es joueur et puis que tu te dis que Fribourg gagne avec plus de 5 buts et demi, par exemple, c'est à 5 contre 1. Lausanne gagne et plus de 5 et demi, c'est à 7,65. Ouais, ça je trouve. Là, ça commence à être un peu... tu mets deux choses dans la balance, tu vois. Ça implique la victoire d'un club plus qu'il y ait beaucoup de buts. Je voulais juste me concentrer sur pas mal de buts, comme ça au moins, peu importe qui les marque finalement pour que ça passe. Alors ouais, plus de 5 buts et demi, je pense que c'est un pari qui est intéressant à 2,45. Moi, je partirais potentiellement... 2,40, pardon. Ouais, je pourrais partir là-dessus en me disant, tenter quelque chose, parce que sinon, évidemment, la logique, de nouveau, et la logique en sport, on sait ce que ça vaut, mais les statistiques seraient plutôt pour dire, les défenses tiennent bien, les attaquants n'arrivent pas à marquer. Mais voilà, tout ce qu'on dit hier sur le match de l'acte 4, si je dis pas de bêtises au niveau des expected goals, il y aurait eu 4-2 pour Fribourg, que c'était pas immérité. Donc, on se retrouverait sur plus de 5 buts et demi finalement. Il y en a eu 4. Donc, je pourrais être tenté par ce pari-là. Puis toi aussi, parce que c'est difficile de, comme tu disais, de parier contre Fribourg. Donc, il faut trouver autre chose. Ouais, je risque de soit jouer un peu la même chose que toi, je pense, ou Fribourg à domicile à plus de 2 contre 1 quand même, sachant que c'est une équipe qui est dos au mur. La dernière fois qu'ils ont eu un match coup près à la maison, ils l'ont gagné contre Lugano. Ça pourrait être une option. Je voulais juste faire un petit pointage. J'en parlais aussi avant le match hier avec des amis / auditeurs. Je disais, mais vous vous souvenez, durant une des pauses d'équipe nationale, j'ai parlé des paris à long terme. Et j'avais dit, et je m'en souviens assez bien, que Lausanne était à plus de 30 contre 1. Et j'ai dit, bon, je suis pas en train de dire que Lausanne va gagner, mais à plus de 30 contre 1, on a eu pris des paris plus débiles que celui-ci depuis le début de notre carrière. Là, Lausanne est à 3,35. Donc, je trouve que c'est assez rigolo de voir l'évolution des cotes. Avant la saison, on avait dit que Zurich à 6,30, c'était une cote qui ne voulait pas dire grand-chose. Zurich, maintenant, est à 1,40. Assez logique vu que Zurich est en finale. Et puis qu'ils n'ont pas perdu de match jusqu'à présent.
Ouais, et qu'ils n'ont toujours pas perdu de match après 8. Et Fribourg est à 16 contre 1. C'est forcément évolutif de match en match. Mais je pense que le train pour parier sur le Lausanne HC a un petit peu passé pour gagner le titre à 3,35. Mais justement, avant la saison, il était à 34. Et je pense qu'en octobre, quand j'en parle, ça doit être vers 31, quelque chose de tête, quelque chose comme ça. Donc, des fois, prendre des paris, ça ne veut pas dire que Lausanne va être champion. Mais c'est rigolo de voir le marché, comment il évolue. Absolument. Retrouvez nos choix définitifs sur nos réseaux sociaux et ce sera mercredi matin pour le coup puisque le match aura lieu mercredi soir. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On poursuit en répondant à quelques questions qu'on a reçues ces derniers jours. Une question notamment de Yannick Baccaro qui nous dit « Bonjour, j'ai constaté que Fribourg avait augmenté les prix des billets d'une 15% entre les actes 3 et 5 de la demi-finale. Est-ce une politique que vous aviez déjà observée dans notre championnat ? Le club ne profite-t-il pas un peu trop de son succès populaire actuel pour agir à sa guise ? Je me réjouis de la prochaine étape avec la bière qui connaîtra l'inflation à chaque tiers-temps. Merci pour votre podcast et bonne suite de play-off. » J'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai aussi trouvé ça assez singulier d'augmenter. En gros, ça veut dire... Bon, les gars, vu qu'on n'a pas gagné 4-0 et donc qu'on a perdu un match, grâce à cette défaite, en fait, derrière, on fait payer plus cher le match d'après qu'on n'aurait peut-être pas eu à disputer si on avait tout gagné. Je ne l'ai jamais vu. Après, j'avoue pas être la personne qui achète des billets en play-off si régulièrement. Donc, peut-être que ça s'est fait ailleurs, mais je ne suis pas persuadé. Mais c'est vrai que quand j'ai vu cette politique tarifaire, ça m'a un tout petit peu surpris. Toi, tu avais déjà aussi entendu parler de telle façon de faire par le passé ? Non, et un peu comme toi, j'achète pas de billets en play-off. Maintenant, ça me surprend un petit peu. Est-ce que ça me choque dans la mesure où, ma foi, y a une demande qui est vraiment forte. Et puis de dire, voilà, augmenter de 15 francs, on peut le voir d'une autre manière. Hein. On peut se dire aussi, ouais, mais c'est pas possible, on privilégie pas les gens qui viennent. Puis t'as un peu là le public événementiel. Est-ce que finalement on dit, écoutez, les abonnés, par exemple, ils ont un tarif normal. Je sais pas si ça s'applique aussi aux abonnés, tu vois. Non. À Fribourg, l'abonnement, les playoffs sont inclus. D'ailleurs, comme c'est le cas de nouveau à Lausanne cette année, c'est d'ailleurs... On rigolait au début de saison en disant « Ah, Lausanne inclut les playoffs dans son abonnement. Faut déjà penser à les faire avant de les inclure dans l'abonnement. » Du coup, là, ça a bien fonctionné. Oui. Mais à Fribourg, c'est le cas. Ouais, les playoffs sont inclus dans l'abonnement. Ce qui fait que comme tu as 7500 personnes, honnêtement, de privilégier ça, où les 7500, ils ne voient rien, c'est le public dit événementiel, ou alors peut-être les supporters adverses qui voudront venir voir leur équipe, même si c'est compliqué en ce moment. Est-ce que c'est choquant ? Bon, c'est toujours choquant de voir une hausse de prix, surtout maintenant. Donc, mais d'un aspect purement marketing et d'offre et de demande, moi, je ne suis pas aussi surpris que ça et scandalisé. Je ne sais pas comment dire. Ma foi, tu veux venir voir un match, c'est un événement, on se rapproche de la fin, on augmente les prix. Moi, j'ai toujours tendance à me dire que c'est aussi au moment où tout va bien que tu dois aussi montrer aux gens que tu les oublies pas. Absolument. Quand ça ira moins bien, en fait, c'est de nouveau ces gens-là sur qui tu vas compter pour t'amener un peu d'argent ou pour continuer de te soutenir. Et si tu les traites, on va dire, à chaque fois que tu le peux, il faut peut-être pas s'étonner si dans un second temps, tu as une sorte de retour de bâton. Donc, non, je suis d'accord. J'avoue être un tout petit peu quand même surpris par cette histoire. Mais du coup, je comprends la question. Puis de dire, à la fin du deuxième tiers, la bière est un petit peu plus chère parce que le stock est un petit peu en train de couler. Donc, l'offre et la demande. Désolé, on met 50 centimes de plus la bière. L'exemple qu'il a choisi est à la fois rigolo et finalement, c'est la même ficelle sur laquelle il tirerait en faisant ça. Ouais, absolument. Toi, tu aurais plutôt choisi un exemple avec une voiture, puis la police. En général, tu aimes bien utiliser avec les voitures. Oui. Il y a une question de Julien Bouadjedzouk, je ne sais jamais si je le prononce bien. Bonjour l'équipe, j'espère que vous portez bien. Quelques petites questions pour amener de l'inspiration. Loin de moi l'idée que vous en manquiez néanmoins pour votre prochain épisode.
1. Je sais que Blick a fait un classement il y a peu des patinoires et d'où on profitait le mieux d'un match, mais dans ces ambiances de play-off, quid de Fribourg versus Lausanne. L'ambiance était folle hier à la Vaudoise et ça fait du bien après plusieurs saisons d'enthousiasme mesuré pour être poli. Et à quel point cela peut-il jouer un rôle pour porter une équipe? 2. Zurich en finale déjà, un avantage ou bien comme on le dit parfois un problème de ne pas avoir été confronté à une adversité plus sérieuse depuis le début des play-offs. Sans manque de respect, la finale va être autrement plus rugueuse que ce qu'ils ont affronté jusque-là. Même si Greg compte sur les intérêts de sa taxe Zurich. 3. Kovacs, on en parle, on a 4 étrangers de qualité, les 2 défenseurs très forts, Suomela et Raffel, Sekac qui fait du Sekac, mais derrière Kovacs, Salomeki, c'est triste, en parenthèse depuis sa blessure pour ce dernier, parce qu'avant il tournait très très fort, Kepasa connaît le Mika, désolé je ne parle pas finlandais, on dit le finnois, voilà. Allez, bonne émission, et désolé pour le pavé. Donc, 1. Merci beaucoup, déjà. Le classement de Blick. Ouais, alors l'ambiance, moi je trouve que je trouve qu'on a une sacrée chance en fait. Les 2 patinoires, tant la Vaudoise Arena que la BCF Arena, sont des mini chaudrons ou des grands chaudrons, je sais pas comment dire. Et le mini chaudron, il est à Fribourg, mais ils l'ont enlevé pour cette demi-finale. L'animation avant le match, je pense que c'est pas perdu ça. Mais non, ces 2 chaudrons, les 2 endroits sont magnifiques. Ces 2 endroits qui sont faits pour vivre ce genre de match, finalement, c'est des enceintes qui sont flambant neuves, c'est dans un style très différent. Il y en a une qui est très sombre. J'ai tendance à apprécier ce genre de patinoire. Ça commençait avec Zug, qui était la première dans ce genre-là, que j'aimais beaucoup. Mais c'est deux infrastructures magnifiques et on a beaucoup de chance de pouvoir vivre des matchs dans ces endroits-là sans manquer de respect à quiconque, et tu vois très bien où je veux en venir. On a vécu une finale dans la patinoire des Vernets. Je pense que ça rend plus hommage d'être dans ce genre d'enceinte-là. Mais voilà, au bout du compte, et je sais pas s'il nous écoute encore, mais Nicolas Puchat dira: vous êtes bien gentil avec vos nouvelles patinoires à Genève, on gagne dans les vieilles patinoires. Il en a fait 1 ou 2 ou 21 tweets, je me souviens plus à ce sujet. Salutations à Nicolas s'il nous écoute, je suis sûr que c'est pas le cas. Mais ceci dit, je trouve que les 2 sont super pour travailler. Pour nous, donc, vu que la question nous est adressée, pour travailler, c'est super, mais accessoirement, pour y vivre des beaux matchs avec des émotions, avec du bruit, on a énormément de chance. Ouais, c'est 2 patinoires. Comme tu disais, c'est tout différent. À Fribourg, c'est beaucoup plus pentu. J'aime beaucoup cet aspect-là aussi. J'aime beaucoup l'aspect sombre, parce que je trouve qu'on voit vraiment très très bien le match. Mais même si tu dis que mais c'est un peu la même chose à Lausanne, hein. On a vers les bancs, on a un petit bout de glace qu'on voit moins bien, mais pour voir de manière idéale, il faudrait presque être comme à Montréal, tout en haut sur une coursive, où finalement tu surplombes la glace. Puis là, tu es sûr de ne rien manquer. Et puis les places de presse où tu disais à Fribourg qu'il fallait déranger 75 personnes pour pouvoir aller, pour se sortir du truc. Ça m'a fait sourire parce que samedi, j'étais aussi... et j'étais pas trop coincé sur le côté, mais bah ouais, tu dois un peu déranger 2-3 personnes pour pouvoir aller à ta place, quoi. Mais les 2 patinoires, pour ça, elles sont super, hormis notre petite condition de journaliste qui finalement représente une minorité de gens de la patinoire. J'ai l'impression que l'énorme majorité des gens dans les 2 patinoires peuvent vivre une expérience assez magnifique, et je pense que faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a, parce que justement là, il y a 2 outils magnifiques et on peut vivre du coup des matchs qui valent la peine grâce à ça. Et à quel point cela peut jouer un rôle pour porter une équipe, j'ai l'impression que dans les 2 cas, il y a une pression et positive et une tension. Si on reprend le match qui s'est fini à la 107e, où forcément ça explose quand il y a le but, parce que c'est l'équipe qui gagne à domicile. Il y a un silence des fois de cathédrale quand ça se passe dans l'autre sens, mais j'enfonce des portes ouvertes. Disons que forcément qu'une 9100, enfin 9095, mais on se comprend, hein, 9100 personnes à Fribourg, 9600 à Lausanne, comme tu l'as dit, les 2 ambiances c'est assez bruyant, c'est assez chouette, donc il y a rien de... Et je pense que forcément que ça porte les gens, si Fribourg est mené, si Lausanne est mené, d'entendre le public, surtout dans ces conditions-là, c'est que positif finalement.
Ah mais complètement, complètement. Et c'est tellement chouette du monde devant les patinoires. Bah, le match de lundi soir à Lausanne et celui de samedi à Fribourg, il faisait grand beau les deux fois. À Fribourg, en plus, il y avait la finale La Coupe de Suisse de du basket. basket juste à côté. Il y avait beaucoup de monde, c'est festif. Alors, je passe volontairement sous silence les choses moins chouettes qui ont lieu avec les supporters. On en a déjà parlé, on en a trop parlé de cette Oui, histoire. Moi, le premier, mais malheureusement, ça fait partie du jeu. Euh, voilà, bah, ça, c'est un aspect dont on a beaucoup parlé et c'est un aspect négatif, mais il y a tout le reste où c'est vraiment super et bah, on a pas mal de chances de vivre ça. Et j'espère vraiment que la fête va continuer. Si elle pouvait durer encore un petit peu, indépendamment de qui gagne, ce serait assez chouette parce que il y a un moment où le focus est sur les clubs romans et profitons-en. absolument. Et bah, ça permet une très bonne transition puisque la deuxième partie de son message, c'était sur Zurich. Est-ce que c'est un problème pour Zurich de ne pas avoir été confronté à une adversité plus sérieuse depuis le début des playoffs, puis en disant que la finale va être autrement plus rugueuse? Ça, je sais pas honnêtement. Est-ce que Zurich va gagner 12-0? J'ai quand même un peu de peine à l'imaginer. Par contre, ce dont on était sûr, j'ai l'impression un peu de tous les suiveurs et d'une bonne partie du public, c'est de se dire, bah, peu importe l'équipe romande qui sortira vainqueur de ce duel, bonne chance pour aller jouer à Zurich, qui se repose depuis un petit moment maintenant, quoi. Après, je comprends complètement la question. Elle est légitime quand tu vois l'état des séries jouées par Zurich, à savoir 4-0 et 4-0. Maintenant, il y a une opposition un peu plus sérieuse. Moi, je me pose quand même la question parce que rappelons-nous quand même que Bienne en quart de finale, c'est une équipe qui sort du play-in, qui a Mhm. éliminé Genève c'est, et qui fait une excellente fin de saison. On rappelle quand même que Bienne, on était plutôt à dire oui, Zurich devrait s'imposer, mais ça va pas être une sinécure. Derrière, on a une équipe de Zug qui est pas la dernière pour jouer un hockey un peu physique, on va dire. Ouais. Donc, Il manquait Kaufmann, finalement, si je dis pas de bêtises. Hein. Puisque voilà, alors on a un Kovar et Moussé. Je sais pas ce qu'il faut encore dans mon équipe, au manager, machin, mais bon, voilà, il est là. Il est mis sur le banc une fois. Euh, mais oui, c'est quand même de vraies équipes. Finalement, c'est presque la puissance de Zurich qui minimise peut-être un petit peu leur performance depuis le début de ces playoffs. Maintenant, c'est vrai que mettre, si je dois dire qui a le plus de chances d'embêter Zurich, je dirais presque que c'est Lausanne, parce que Lausanne propose un jeu un poil plus physique que Fribourg. Et c'est pareil, peut-être ouais. ça qui pourrait déranger Zurich. Là où Fribourg, j'ai l'impression que va jouer un jeu, on va dire, Zurich light, et pas les déranger en faisant un peu du Zurich, mais en moins bien que Zurich. Absolument. À part ça aussi, je sais pas quoi faire de cette info, mais je me suis simplement fait la réflexion hier soir pendant le match en me disant, ah bah tiens, on a Marc Crawford, entraîneur canadien, qui est en finale, et puis dans l'autre, c'est Christian Dubé, alors canado-suisse, et Jeff Ward, canadien, alors qu'un temps, on avait eu des entraîneurs qui pouvaient être plutôt nordiques. Hein. On avait eu Grunborg, Tangness, puis des fois, on a cette espèce de swing un peu qui... On aime bien dire c'est le moment où il faut prendre des Canadiens, puis après c'est le moment où il faut prendre des Nordiques, puis après d'un coup on revient vers des Suédois, des Finlandais, puis après hop on rebascule sur des Nord-Américains. Ça m'a juste fait un peu sourire c'est plus une constatation qu'un statement en fait. Oui, effectivement, je sais pas trop qu'en faire non plus, mais c'est une constatation. Et qu'est-ce que tu peux faire de Kovacs? Parce qu'on a vu que la question de Julien, c'était de dire ouais, alors les autres, hein, Sekac, Raffle, Joe, c'est Pilot, c'est OK. Et puis par contre, Kovacs et Salomeki, c'est un peu plus compliqué. Kovacs, il le fait jouer à domicile. Salomeki, il le fait jouer à l'extérieur. Est-ce qu'il y a une volonté en se disant Fribourg est plus fort à domicile en termes de... c'est eux qui ont le dernier changement. Donc, je préfère mettre un Salomeki qui est plus intéressant défensivement. Et puis un Kovacs qui est censé être plus capable d'être buteur et de me donner quelque chose à domicile. Est-ce que c'est aussi un peu comme ça que tu vois ça, mais même si les deux ont peu d'impact finalement en ce moment? Ouais, j'aime bien cette réflexion déjà. Je la trouve intéressante.
Après, moi, il y a un facteur que je ne connais pas et qui n'est pas évident de connaître durant les séries, c'est l'état de santé de Mika Salomaki, qui a été blessé, justement, comme il le dit très justement dans sa question. Euh, et est-ce que finalement, il le ménage au mieux en disant, ben, quand un match sur deux, peut-être que c'est mieux pour te ménager un petit peu. C'est aussi une option, tu vois, de dire, ben voilà. Mais par contre, si les deux sont en santé, j'aime bien l'idée de se dire, ben on a cette option-là, on a cette profondeur-là, donc on joue finalement avec cette option qui est à disposition, comme ils l'ont fait avec Pache au premier match de cette série, hein, finalement. Ouais. Où ils ont préféré faire jouer Kevin Pache que Connor Hughes. Pourtant, Hughes avait été excellent contre Davos. Mais les faits leur donnent raison. Parce que derrière Hughes, je ne dis pas qu'il aurait été mauvais s'il avait joué le premier match à Fribourg. Mais en tout cas, les gardiens ont été bons tour à tour. Et c'est exactement ce que, ce que recherchait le staff du Lausanne HC. Donc, si les deux sont en santé, j'aime bien l'aspect tactique. Par contre, si l'un des deux n'est pas en santé, ben, ce sera un truc à suivre pour la suite de la série. Ouais, et puis, ça permet de parler de la profondeur aussi, tu l'as juste... Mais on en avait déjà parlé avec Pierre Chouvet lors du dernier épisode. On a un peu ce sentiment que à Lausanne, bah, tu peux te permettre d'avoir un Ugly sur le banc, et puis... enfin, en tribune même. Peut-être un Kennins en 13e attaquant, ce qui est plus compliqué finalement à Fribourg, simplement que Ether, Bignas, bah voilà, tu peux faire rentrer des sous terre. Moi qui j'ai vraiment l'air malin, moi, en me disant mais il était pas mal au début des playoffs, puis effectivement tu m'as tout de suite repris en disant ouais Jean-Fred, les 4 premiers. Ok, mais après, c'était plus difficile. Et puis là, bah, il s'est fait sortir de l'alignement au profit de Seiler, puisque Yecker était de retour, puisque Motet était de retour. Donc finalement, Ether et Bignas, qui sont venus, ils ont tellement peu de glace qu'on se demande si vraiment ils peuvent avoir un impact. Au contraire de potentiellement un Ugly, même s'il ne fait pas une saison fantastique, il a quand même marqué 7 buts en championnat. Où tu te dis, bah, on sait jamais, ça peut être un gars, ça peut être le unsung hero dans un match, sur une 4e ligne à l'aile, par exemple. Je ne sais plus si on a répondu à toute la question. Je crois qu'on a répondu à toute la question, c'était entre Kovacs et Salomeki, donc on est bon pour ce truc, pour ce passage-là, et je te propose qu'on termine en fait en parlant, on fait pas de transition pour le coup, et on revient juste sur la signature alors elle était là aussi presque acquise, hein, de Oula Palvet pour une année à Porrentruy au HC Ajoie, qui rejoint son compatriote Jeri Turkulainen, et mine de rien on a à Porrentruy, pour la saison prochaine, les 2 meilleurs compteurs du championnat de Finlande, 64 et 63 points, je crois. Qui aurait pu miser sur ça au début de saison, même pendant la période des transferts? Je pense pas grand monde, hein. Ouais, alors après, il faudra peut-être juste qu'on transmette à Julien Vauclair qu'il faut qu'il aille sur un autre onglet Elite Prospect que la page des compteurs du championnat de Finlande. Mais non, je rigole évidemment. Parce qu'après, maintenant, le prochain, c'est Emeli Suomi, le Finlandais, au nom assez logique, Ouais. qui est 3e meilleur compteur du championnat de Finlande avec 59 points en 58 matchs. Donc, s'il veut continuer son engagement, son tour d'horizon de tous les Finlandais du monde, du championnat de Finlande, c'est le prochain. Et le meilleur défenseur en Finlande, s'il veut un défenseur, c'est Sami Niku, avec 49 points. Lui, il est vraiment très fort au passage. Oula Palvé, c'est évidemment un nom intéressant pour le HCA. Est-ce que c'est inespéré un tel joueur? Je ne sais pas. Il vient aussi avec un certain bagage, dans le sens où quand il est parti en Amérique, enfin il a réussi une très bonne saison en Finlande, 51 points en 53 matchs, il part en Amérique du Nord, ça se passe moins bien, il revient en Europe et il fait des matchs, il fait 3 saisons en Suède à Linköping et Brynäs où il n'est pas extraordinaire. La saison d'avant, il fait 19 points en 51 matchs et il repart en Finlande et il fait plus d'1 point par match. Donc oui, c'est un renfort de choix pour le HCA. Mais c'est aussi pour cette raison, à mon avis,
qui vient à Ajoie et pas ailleurs, en fait. C'est exactement ce que je me suis dit. Ouais. Ah bah voilà. Parce qu'il y a certains flags, on va dire, ou certains points où tu n'es pas 100% sûr de ton coup. Mais en même temps, c'est à Ajoie de les faire, ces coups-là, et pas aux autres. Donc, je comprends complètement pourquoi ce joueur termine à Ajoie. Et c'est un sacré coup pour ce club. Je trouve vraiment super. Et entre Turkulainen et lui, on a déjà deux joueurs, deux attractions qui vont être assez cool pour la saison prochaine. Ouais, je pense que tu as bien résumé le truc de dire, s'il venait à Bienne, on dira, tiens, le meilleur compteur du championnat de Finlande débarque à Bienne, on verra, il faudra le laisser s'adapter. Comme c'est à Ajoie, on est tout de suite un peu plus à se dire, joli coup du HC Ajoie qui enrôle les deux meilleurs compteurs du championnat de Finlande. On peut aussi se dire que les deux joueurs n'ont pas beaucoup de sélection en équipe de Finlande, en équipe nationale, sans rien enlever, hein, mais c'est clair que si c'est Mikael Granlund, Marcus ou Mikael, maintenant je ne me rappelle plus lequel des deux frères est à Lugano et n'est pas conservé par Lugano, on va dire Marcus. On va dire Granlund de Lugano. Des Maninen, des Granlund, tout d'un coup, mine de rien, ils ont un peu plus de valeur simplement sur le marché aussi. Parce que c'est des internationaux, parce qu'ils ont des titres de champion du monde, parce qu'ils font partie de... Ils ont été joués en KHL où le niveau était un peu plus élevé. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Et si on regarde les étrangers, et Altonen, par exemple, et Oyamaki, on l'attendait assez fort. C'est pas... on est les deux dans le même cas, parce que je pense à Hockey Manager, où on se disait, Oyamaki, il peut faire quelque chose, puis il est passé dans cette saison comme un fantôme à Cloton. Ça n'a pas du tout fonctionné. Altonen, ça marchait pas mal avec Ruotsalainen. Là, c'était beaucoup plus compliqué. Ruotsalainen à Lugano, c'était vraiment un courant alternatif, et je pense que je suis gentil quand je dis alternatif, parce qu'on se souvient de ce but contre Fribourg en prolongation, mais sinon, c'était compliqué. Donc, c'est pas non plus... Il n'y a pas simplement un passeport finlandais et puis ça va être une réussite absolue. Maintenant, à Ajoie, ce qui est sûr, c'est qu'ils auront beaucoup de temps de glace. Ils auront des responsabilités sur le powerplay. Ce qui fait que normalement, on a vu que Daniel Odette avait marqué plus de quelque chose comme 38 points, je crois. On peut s'attendre aussi sans trop de problèmes à une production de ce genre, voire même mieux de la part de ces joueurs s'ils arrivent à bien s'adapter. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je voulais pas te couper, mais c'est Marcus à Lugano, je l'ai dit, mais je pense que vu qu'on est à distance, tu l'as pas entendu, c'est Marcus à Lugano et c'est Mikael Granlund en NHL. En NHL. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Il y a deux autres news du côté d'Ajoie depuis la dernière fois. Kien Sopa, qui était prêté à Ajoie jusqu'à la fin de saison, vu qu'il avait encore un contrat à Zurich la saison prochaine, a finalement été conservé par Ajoie. Ça aussi, c'est un joli coup. Mm-hmm. Depuis son arrivée à Port-Entruy, il a 14 points en 33 matchs, 5 buts, 9 passes décisives. Ça reste un jeune joueur qui est toujours en train de se développer, 23 ans. Il a fait un pas vers l'avant parce que plus d'une dizaine de points en National League, il l'a déjà fait. Il a fait une fois 11 points en 21-22 avec Zurich. Mais c'est vraiment bien. Là, il le fait en 33 matchs seulement. Il a amené quelque chose. Le pari tenté par Julien Vauclair et par lui-même, finalement aussi, a été gagnant. Et il y a un autre joueur, Emil Svekatin, ça n'est pas bien avec ma chaîne. Oui, juste, de Lugano, là. De Lugano, ailier de 19 ans, qui débarque après avoir fait sa formation. Donc, il a licence suisse, hein, c'est un laiton à licence suisse. Il sort des U20 élites de Lugano, 48 points en 33 matchs. Il a 19 ans, donc c'est pas un tout jeune, on va dire. Mais il a aucun match chez les adultes. International laiton M20. Là, alors honnêtement, on va pas faire les docteurs et puis dire je l'ai vu jouer. Non, aucune idée. Mais c'est là où justement c'est la différence entre un gars qui est en poste et deux types qui font des théories. C'est que lui, il l'a vu jouer et il sait pourquoi il l'engage. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il mesure 1m90 pour 88 kilos. C'est un solide bonhomme. Donc je ne sais pas qu'en attendre, mais je me réjouis par contre de le voir jouer. Il a signé jusqu'en fin de saison 24-25, donc une saison avec une option. Très bien. Et puis, on termine avec un peu d'équipe nationale, parce que vous le savez, Colfax a démarré avec le championnat du monde en 2018. Donc forcément, et comme on va aller à Prague et qu'on se réjouit,
On a la sélection pour la première semaine de préparation avec notamment Baragano qui est venu en défenseur numéro 9. J'ai pas le droit de faire de liste parce que sinon Greg va couper Non. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? Je regarde le roster. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Zurich. Oui, très juste. On peut attendre. Non, mais Berchi, non, mais par rapport aux joueurs qui sont là, évidemment, maintenant que Zug est éliminé, il y aura certainement, probablement un ou deux joueurs de Zug. Logiquement, qui vont pouvoir rejoindre la sélection sans doute un tout petit peu plus tard. Ils vont les laisser se reposer. En regardant la sélection, moi, j'essaie de me dire quels sont les joueurs qu'on risque de voir à Prague. Et en défense, je pense que tout dépend, parce que c'est la NHL qui va décider, évidemment. Et comme les New Jersey Devils vont pas aller en playoff, il y a de bonnes chances qu'on ait Ischier, Meyer et Siegenthaler. Donc, ça ferait déjà une place en défense. Mais j'aime bien Tim Berni, par exemple. Je me dis que ça, c'est quelqu'un qui peut peut-être aller un petit peu plus loin. J'aime bien Dominique Egli pour avoir un défenseur offensif. Même si au niveau international, j'ai toujours un peu des... Je me demande. Par contre, on a un Romain Löffel qui est un habitué aussi et qui a de l'expérience. Et typiquement, c'est quelque chose... C'est un joueur que j'imagine être resté quand même un bon bout dans cette préparation. Je suis scotché de voir que Ambul, pas qu'il soit là, mais qu'il soit déjà là maintenant. Il y avait un petit clip de la fédération pour montrer les joueurs qui arrivaient. Puis tu vois Ambul arriver avec son sac, puis je me dis, mais pour sa femme et ses enfants, chaque fois. Parce que là, c'est repartir pour 4 semaines, plus les 2 semaines de championnat du monde. Donc en fait, le gars, mais tu le dis chaque fois et ça me fait hurler de rire. Mais c'est l'ordre de marche. Ma foi, écoute, j'ai reçu l'ordre de marche de Patrick Fischer, je dois aller. Et il se pose pas la question. On a un Gaëtan Haas qui normalement devrait être là. Je me réjouis de voir aussi Valentin Nussbaumer. Et puis après, Richard Chervet, Turkov, je me dis quand même que on a des joueurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire, 8, 10 en tout cas, qui devraient être là à Prague. Oui, après, tu peux rajouter Schliemann au but. Oui. Je pense que le troisième gardien, à mon avis, il peut faire partie du lot. Kunsley, oublions pas que la saison passée, il a été coupé au tout dernier moment. Mm-hmm. Et ça peut être le genre de joueur qui peut plaire à un Patrick Fischer sur une ligne 3 ou 4 pour amener de l'énergie, pour amener du physique, un jeu physique. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, lui. Tu parlais avant des défenseurs de NHL, il y a Yanis Moser. Oui, qui est là de toute façon. Qui va évidemment pas aller en playoff avec Arizona. Tu disais Romagnosi, ça va de nouveau être la période de l'année où on va espérer qu'on se réveille le matin en voyant une défaite de Nashville. C'est terrible, mais c'est quand même souvent comme ça que ça se passe. On va avoir un message. Ils sont pas en bleu ou en vert au télétexte, mais ils sont pas encore qualifiés pour les playoffs. Mais donc là, il faudra voir avec eux. Mais on s'attend pas à un Nashville de ce que je lis, mais moi je suis moins la NHL que toi. On s'attend pas à un Nashville qui va forcément aller très très loin, mais en même temps on peut être surpris. Complètement. Mais du coup, si lui peut venir, ça pourrait aussi être un plus. Mais moi, il y a Tino Kessler. Si tu écoutes Colfax, tu sais que j'aime bien ce joueur. Il y a Kourachev aussi avec Chicago qui évidemment ne sera pas en playoff et qui fait une super saison. Oui. Fiala, sa femme est enceinte, elle devrait accoucher aux alentours de... C'est un peu comme avec Romagnosi, donc j'ai tendance à pas trop compter sur lui. Mais si on rajoute Malgin, Andrighetto, qui paraissent quand même... Après Malgin, Fischer, on peut peut-être se poser la question aussi, est-ce que... parce que l'année passée, il y avait eu... je sais pas, c'est pas des frictions, mais c'était pas un tout rose, on a l'impression quand même. Pendant le championnat... Oui. Ouais, on n'a jamais entendu parler de cette histoire, mais effectivement, puis Souter qui va disputer les playoffs, sauf erreur avec Vancouver. Avec Vancouver, oui. Ils sont déjà en bleu au télétexte. Je suis sur le télétexte, ils sont en bleu. Et non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en attaque, par exemple, quand tu parles de Kunsley, Kessler, typiquement, si on commence à ajouter Andrighetto, Malgin, Meyer et Ischier,
Bon, là, déjà 4 gaillards. On sait que Fabrice Herzog, en général, c'est donc Patrick Fischer l'aime bien, a raison. Tu peux encore avoir des Lino Marchini ou des Dario Simeone. Ah, tout d'un coup, Kessler et Kunsley, c'est compliqué de les garder. Ouais, tu fais pas une équipe hockey manager, hein. Tu fais une équipe où il faut des joueurs un peu de rôle. Ça peut être utile. Après, tu peux penser à Marco Lehmann qui fait plus de 30 points pour une saison à Berne, qui est aussi sélectionné. Il fait 32 points, 14 buts, mais est-ce qu'au niveau international, il peut régater? Est-ce qu'il est ultra rapide, mais est-ce que ça peut lui faire un petit... Est-ce que son 1m75 pourrait l'handicaper? C'est possible. Ouais. En tout cas, cette équipe, elle va être chouette à avoir joué. Déjà, même là, je vais alors honnêtement avouer que je ne vais pas suivre. Cette semaine-là, on a assez à faire. Oui. Mais effectivement, rien que les noms que tu as dit avant, Turkov, Richard, Chervet, etc., il y a 8-10 joueurs qui seront présents à Prague. Donc, c'est une équipe certes expérimentale, mais elle va être intéressante et étoffée dans pas trop longtemps avec certains Zougois. Comme tu disais, quand tu vas rajouter les Marchini, Herzog... Berchi aussi, peut-être, de toute façon. Berchi ou les Lausannois... il pourrait y avoir un Ria peut-être. Ouais. Mais je pense que Berchi est plus important dans cette équipe que Damien Ria, dans le sens où il peut un peu jouer des fois au centre, il pouvait gagner des engagements. Enfin, j'aimais bien voir le Christophe Berchi qu'on voit ces derniers temps en équipe nationale en fait. Et Glauser qui est excellent avec Lausanne derrière. Mais là aussi, ça va. Attendons de voir parce que c'est peut-être pas pour tout de suite leur arrivée et aux uns et aux autres. Donc, réjouissons-nous de voir les arrivées les unes après les autres. Là, ce qui va nous intéresser ces prochains temps, c'est surtout la fin de saison en NHL pour voir les premiers arrivants. Et ben voilà, on est au terme de cet épisode numéro 34 de la saison de Colfax, l'un des derniers. Il en reste encore quelques-uns, hein, mais on approche de la fin de la saison régulière, fin de la saison pour nous. Prochain épisode, c'est quand même bien probable que ce soit pour jeudi à 17h. On n'est pas encore assuré avec nos calendriers respectifs, mais ce sera soit jeudi, soit vendredi. Le meilleur moyen d'être sûr, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. Mais vu qu'il n'y a pas, non, ce sera jeudi. Vu que vendredi, il y a de nouveaux matchs en théorie, sauf si Lausanne va s'imposer à Fribourg. Mais partons du principe, nous on doit caler nos agendas en partant du principe que les matchs ont lieu. Donc, c'est quand même fort probable que ce soit jeudi 17h. D'ici là, on est à disposition pour répondre à vos questions, à disposition pour causer sur les différentes patinoires où vous nous croisez. Et sur les réseaux sociaux où on n'est pas présent, c'est sur les forums parce que d'un côté on est pour les uns puis l'autre on est pour les autres. Du coup on commence à avoir des problèmes de personnalité, de troubles de la personnalité. Donc on essaie d'éviter ce genre d'endroit. Très juste. Salutations à ceux qui nous écoutent et qui parlent de nous quand même, ça fait toujours plaisir d'être écouté. Mais c'est terrible, ce besoin de croire qu'on est pour les uns ou pour les autres. Là, on est quand même systématiquement pour les deux. Oui. Maintenant que notre équipe de Genève n'est plus là, c'est terrible. C'est très, très juste. Mais à part ça, au-delà de ça, on a aussi des gens qui viennent souvent nous dire tout le bien. Alors, c'est pas qu'on a besoin qu'on nous passe la brosse à reluire ou bien qu'on nous tape dans le dos, mais donc c'est toujours sympathique. Des petits messages aussi pour nous dire que, comme Michael, dont les vaches nous écoutent, c'est vraiment toujours super sympa. Je trouve ça... C'est toujours un plaisir. Les interactions en vrai sont toujours très intéressantes. Et comme tu dis, c'est pas forcément que du positif, c'est des remarques, des... Ah, vous avez dit ci et ça, moi j'étais pas d'accord avec vous, c'est super. En fait, absolument. On ouvre le débat et ça, c'est vraiment aussi pour ça qu'on le fait. Donc merci pour ceux qui nous écoutent et qui continuent d'interagir avec nous en vrai. C'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à venir aux places de presse, que ce soit à Fribourg ou à Lausanne, on n'est jamais très très loin. Donc avec plaisir pour discuter. Et puis, merci pour tout. Puis bonne suite de série et de demi-finale. Et puis à bientôt. À bientôt.